Pourquoi tu copies sans t'en rendre compte? Tu crois que tes gestes viennent de toi, que tes réactions sont les tiennes, que tes émotions t'appartiennent. Mais ton cerveau fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il observe les autres. Il les simule à l'intérieur de toi. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, ton cerveau est en train de m'imiter. Pas de façon visible, pas de façon consciente, mais à l'intérieur, dans tes circuits moteurs, dans tes zones de langage, sans que tu t'en rendes compte. Je suis Amira, infirmière, et aujourd'hui on va parler d'un des mécanismes les plus fascinants du cerveau social. Un mécanisme qui explique pourquoi tu apprends en regardant, pourquoi tu ressens ce que l'autre ressent, pourquoi l'environnement dans lequel tu vis te façonne bien plus profondément que tu ne l'imagines. On est en 1992 à Parme, en Italie. Une équipe de neuroscientifiques étudie l'activité cérébrale de singes macaques. L'équipe est dirigée par Giacomo Rizzalotti et quelques de ses collègues. Le protocole est simple. On implante des électrodes dans le cortex prémoteur du singe. Cette zone contrôle la planification du mouvement. Le singe saisit un objet, des neurones spécifiques s'activent, et jusque-là, rien de surprenant. Mais voilà ce qui change tout. Un jour, presque par accident, un chercheur de l'équipe saisit lui-même un objet devant le singe et les électrodes s'activent. Les mêmes neurones, les mêmes circuits, sans que le singe ne bouge, sans action, juste par observation. L'équipe recommence encore et encore, et le résultat est le même. Ces neurones s'activent quand le singe fait une action et quand il observe quelqu'un d'autre faire cette même action. C'est comme un miroir, et d'ailleurs on appellera ça les neurones miroirs. Ce que ça veut dire vraiment, chez l'humain, on ne peut pas implanter des électrodes dans le cerveau de volontaires sains, mais grâce aux IRM fonctionnels, les chercheurs ont pu observer ce qui s'active quand on regarde quelqu'un agir. Et ce n'est pas qu'une seule zone qui s'allume, c'est tout un réseau. Les zones qui préparent tes mouvements, celles qui relient ton corps à tes émotions, même certaines zones du langage. Autrement dit, ton cerveau mobilise une bonne partie des mêmes circuits que tu agisses toi-même ou que tu regardes quelqu'un le faire. Ton cerveau ne reste pas passif face aux actions d'autrui. Il les rejoue en interne. La posture, le mouvement, parfois même l'intention derrière l'action. Et ça se passe avant même que tu en aies conscience. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la simulation incarnée. Ton cerveau ne se contente pas de comprendre intellectuellement ce que l'autre fait, il le vit à l'intérieur. Ça a des conséquences concrètes sur ce que tu vis tous les jours. La première, tu apprends en regardant. Avant même de tenir un stylo, tu as regardé des adultes écrire. Avant même de marcher, tu les as regardés marcher. Ce n'est pas anodin, c'est neurologique. Des études ont montré que l'observation d'une action active les mêmes réseaux moteurs que son exécution réelle. Pas aussi fort, pas aussi précis bien sûr, mais suffisamment pour préparer le corps. C'est pour ça qu'un musicien qui visualise mentalement sa partition progresse vraiment. C'est pour ça qu'un sportif qui répète mentalement son geste améliore ses performances. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo sur la neuroplasticité et la référence à Norman Dodge sur l'expérience des pianistes, vous comprenez maintenant? Le cerveau s'entraîne sans bouger. Et c'est pour ça aussi que les bébés sont des machines à imiter. Ils ne copient pas par hasard, ils construisent leur cerveau moteur en observant le tien. Et c'est pareil pour les comportements que l'on pourrait juger comme mauvais. Petite précision avant d'aller plus loin. Pendant longtemps, on a présenté les neurones miroirs comme le système de l'empathie. La presse en a fait quelque chose de magique. Oh, ces neurones miroirs qui nous rendent humains. Finalement, la recherche est beaucoup plus prudente. Des recherches comme Christian Kayser et Valeria Galzola ont montré que ce réseau est bien plus impliqué dans la simulation motrice et l'apprentissage par observation. Mais l'empathie, elle, mobilise un système plus large, comme l'insula, le cortex singulaire antérieur ou le cortex préfrontal. Autrement dit, ton système peut simuler l'action de l'autre sans ressentir ce qu'il ressent. Simuler n'est pas ressentir, mais ça suffit largement pour te façonner. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vais te partager quelque chose que beaucoup de gens ressentent sans l'expliquer. Tu as sûrement déjà eu ce moment où tu t'entends dire une phrase ou réagir d'une certaine façon et tu penses que « Attends, ça c'est ma mère qui parle, ou mon père, ou mon ex ». Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas non plus dans tes gènes, ou sans que tu l'imagines. Pendant des années, tu as observé ces personnes, leur façon de gérer un conflit, leur façon de hausser le ton, ou au contraire de fuir, leur façon de se développer, mais aussi la façon de se dévaloriser ou au contraire de s'imposer. Ton cerveau ne s'est pas contenté de les regarder, il les a simulés encore et encore, jusqu'à que ces circuits deviennent les tiens. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas l'hérédité du caractère, c'est de la neurologie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que tu as appris par observation peut être désappris de la même façon. Ce trait de personnalité que tu n'aimes pas chez toi, cette tendance à couper la parole, à t'excuser tout le temps ou à exploser au moindre désaccord, ce n'est pas toi au fond, c'est un circuit que tu as construit en observant. Un circuit construit peut être reconstruit. Et ce mécanisme ne s'arrête pas à la sphère familiale. Dans les années 70, le sociologue Pierre Bourdieu a montré ce qu'on appelle nos goûts, nos ambitions,
notre façon de nous exprimer, sont en grande partie héritées du milieu social dans lequel on a grandi. Il appelle ça l'habitus, un ensemble de dispositions incorporées, apprises par imprégnation, sans qu'on en ait jamais eu conscience. Ce que ta famille valorisait, comme les études, le travail, la prudence financière, l'ambition, tu les as simulées avant même de pouvoir les questionner. Bourdieu appelle ça la reproduction sociale. Les neurosciences, plus tard, lui ont donné un mécanisme concret. C'est ce même système de simulation qu'on vient de voir, mais qui opère à l'échelle d'une classe sociale entière sur des générations. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste plus grand que toi. Et le savoir, c'est déjà commencé à s'en distancier. On observe le même mécanisme dans les relations amoureuses, les amitiés, les schémas familiaux qui se répètent. Tu as peut-être remarqué que dans certaines relations, tu deviens quelqu'un de plus dur, quelqu'un de plus anxieux, ou alors quelqu'un de plus effacé. Ce n'est pas toi qui changes de personnalité, c'est ton système de simulation qui tourne à plein régime, en continu, face à une personne dont le fonctionnement émotionnel te façonne sans que tu le décides. Helen Hadfield, chercheure en psychologie sociale, a formalisé ce concept dans les années 90, la contagion émotionnelle. Elle décrit un mécanisme en 2 temps. Premier temps, la mimique automatique. On imite sans le vouloir les expressions, la posture, la voix de l'autre. Deuxième temps, le feedback afférent. En imitant ces expressions, on génère en soi une résonance émotionnelle. Autrement dit, imiter le corps de l'autre active quelque chose de proche dans ton propre cerveau. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme étudié, répliqué, avec des implications directes. C'est pour ça que certaines personnes te vident sans qu'un mot désagréable n'ait été prononcé et que d'autres t'apaisent juste par leur présence. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise énergie, c'est ton cerveau qui simule en continu l'état de la personne en face de toi et qui finit finalement par le reproduire. Ça a d'ailleurs des conséquences réelles sur qui tu deviens quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, sur les schémas relationnels qui se répètent d'une relation à une autre, sans que tu comprennes pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit souvent « dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». La neuropsychologue Sylvie Chocron résume ça avec une phrase que j'aime beaucoup. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cerveau. Ce n'est pas juste vrai pour la vision, c'est vrai pour tout ce qu'on vient de voir. Tu ne te comportes pas juste avec ton corps, tu te comportes avec un cerveau qui a passé des années à observer, simuler, absorber ce qu'il avait autour de lui. Et la bonne nouvelle, c'est que ce même cerveau reste plastique. Il continue à se réorganiser toute la vie, même après des schémas installés depuis longtemps. Ce que tu as appris par observation, tu peux le réapprendre, différemment, consciemment cette fois. C'est le système de neuroplasticité. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Il faut absolument que vous alliez voir. Mais bon, passons. Alors maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu en fais? 3 choses concrètes. La première chose, audite ton environnement, pas juste tes intentions. Les gens que tu fréquentes le plus ne t'influencent pas juste par leurs mots. Ils t'influencent par leurs gestes, leur rythme, leur façon d'être dans le monde. Ton cerveau les simule en permanence, que tu le veuilles ou non. Concrètement, pose-toi la question une fois cette semaine, qui ai-je vu le plus souvent ces derniers mois? Qu'est-ce que j'ai commencé à copier de cette personne? Un ton de voix, une façon de râler, une façon de te dévaloriser? Nomme-le. Tu ne peux pas changer un circuit que tu n'as pas identifié. La deuxième chose, prends au sérieux ce que tu transmets. Dans une conversation difficile, dans un moment de tension avec un proche, ton état interne n'est pas invisible. Il rayonne, il est capté, il est simulé par les cerveaux autour de toi. Ce n'est pas une raison de te forcer à sourire, c'est une raison de prendre soin de ton propre état. Pas pour les autres, pour toi d'abord. Avant une interaction que tu sais tendue, prends 30 secondes pour redescendre, plutôt que d'entrer dans la pièce avec la tension déjà en toi. Déjà parce que l'autre va aussi la ressentir. Troisième chose, choisis consciemment ce que tu répètes. Ce que tu as copié sans le savoir, tu peux le recopier volontairement. Si tu identifies un trait que tu n'aimes pas, l'évitement du conflit, l'autodévalorisation, l'explosivité, cherche activement des modèles qui font l'inverse. Observe-les, ton cerveau simule ce que tu regardes dans un sens comme dans l'autre. En conclusion, les neurones miroirs ne sont pas un système magique d'empathie, ce sont des circuits de simulation. Ils font partie d'un cerveau qui n'a jamais été conçu pour fonctionner seul. Ton cerveau est un cerveau social, il a besoin des autres pour se construire, il a besoin des autres pour se réguler. Il est en permanence en dialogue silencieux avec les cerveaux autour de lui. Alors la vraie question, ce n'est pas pourquoi tu copies sans t'en rendre compte, c'est qu'est-ce que l'environnement m'apprend chaque jour sans que je ne le sache et est-ce que ça me correspond? Parce que tu peux choisir, pas toujours, pas complètement, mais plus que tu ne le crois. Si cette vidéo t'a appris quelque chose aujourd'hui, partage-la à quelqu'un qui pense que ses comportements viennent uniquement de lui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour te parler de quelque chose d'encore plus facilement. Et en attendant, prends soin de toi et prends soin de ton cerveau. Thank you.